Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cœur de patrimoine, votre rendez-vous bimensuel sur Radio Patrimoine. Je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui pour le 64e numéro de l'émission, on va s'intéresser à deux sujets qui, chacun à leur manière, résument parfaitement l'année. Il y aura la gestion action et puis il y aura le Bitcoin. Alors dans un premier temps, on va prendre un petit peu de hauteur sur 2025, année charnière pour les marchés. Inflation enfin sous contrôle, politique monétaire qui s'assouplissent, mais des performances très dispersées entre les différentes zones, États-Unis et Europe notamment. Et pour décrypter tout cela, eh bien, j'aurai le plaisir dans un instant d'accueillir François Dossou pour Siena Gestion. Et puis on reviendra avec lui sur les enseignements de cette année écoulée, donc les convictions de long terme. Et puis on dressera quelques perspectives aussi pour 2026, notamment pour vous, pour les investisseurs patrimoniaux, ceux qui pensent un petit peu plus loin que le bout de leur nez, à aller à 5, 10, 15 ans même peut-être. Et puis dans la deuxième partie, changement complet de décor, mais pas de thématique puisqu'on continuera à causer volatilité avec le Bitcoin qui vient de perdre plus de 20% en un mois. Et forcément, eh bien, il y a énormément de questions qui affluent de votre part. Est-ce que c'est un accident de parcours? Est-ce que c'est un signal de fragilité ou au contraire une opportunité? Pour en parler, on rejoindra Louis-Alexandre de Froissart chez Montaigne Conseil et Patrimoine. Il nous aidera un peu à séparer le bruit du signal et à comprendre ce que peut signifier cette chute pour un patrimoine qui serait bien construit. Deux regards, deux approches, mais un même fil rouge. Comment naviguer dans cet environnement qui change parfois si vite, sans perdre de vue, bien évidemment, le long terme. Bienvenue dans Cœur de patrimoine, bienvenue au cœur de votre patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour entamer ce numéro, donc, François Dossou est avec nous. Bonjour François. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de patrimoine. Vous êtes directeur de la gestion action chez Siena Gestion. Attaquons déjà par un petit panorama, par une vue d'ensemble. Quand on commence à regarder 2025 un peu dans le rétro là maintenant, comment est-ce que vous la qualifieriez cette année sur les marchés actions, sur la conjoncture, cet environnement macro? Ça a ressemblé à quoi? Ça ressemble finalement à une très bonne année, qu'on soit sur les marchés actions, qu'on soit sur les marchés obligataires, qu'on soit sur toute classe d'actifs. Cette année, il était difficile de trouver une classe d'actifs où en fait vous aviez des rendements négatifs. Donc, quelque part, ça veut dire qu'une bonne diversification vous amène naturellement à avoir des gains positifs, avoir des rendements positifs, toutes classes d'actifs confondues. C'est une année qui était, de ce point de vue, assez atypique, parce que, si vous voulez, les marchés actions, notamment, ils ont enjambé des grosses difficultés, avec beaucoup de succès. La volatilité, effectivement, il y a eu des pics de volatilité autour du Liberation Day, mais lorsque vous regardez, la volatilité est restée relativement faible. Et donc, ça veut dire quoi? Avec des marchés actions qui progressent de 15% en Europe, entre 15 et 20%, y compris aux États-Unis, mais en dollars, on reviendra dessus, des marchés qui sont moins performants lorsque vous les regardez en euros. Quelque part, vous avez été rémunéré pour le risque que vous avez pris. Et la question maintenant est de savoir, après un marché qui s'est montré d'une telle résilience, à quoi nous devons nous attendre en 2026. Mais l'année 2025 restera comme une très bonne année, avec des performances qui sont contre toute intuition, compte tenu du contexte géopolitique, compte tenu de la guerre tarifaire des droits de douane. Les entreprises ont montré une résilience, et puis la croissance économique est restée surtout relativement bonne, bien orientée, avec une inflation qui retourne dans son nid, ce qui, quelque part, pour les marchés actions, est plutôt un environnement assez porteur. Nous n'avons pas des raisons de croire que, en fait, à moyen terme, en fait, cet environnement va changer, mais nous ne sommes jamais à l'abri de quelques secousses. Et donc, l'idée est de pouvoir toujours se projeter et pouvoir faire des choses simples. Cette année, faire des choses simples, ça conduit à avoir des rentabilités et des rendements qui sont satisfaisants. C'est vrai que vous parlez de l'inflation, François, et elle a largement occupé les commentaires pendant des mois, pour ne pas dire des années. Et c'est vrai que là, on est revenu autour des 2%. C'est ce que nous dit la Banque centrale, un petit peu en dessous. Taux directeur qui retrouve finalement une trajectoire plus sympathique, qui ont été abaissés. Pour un gérant action, qu'est-ce que ça signifie, ou qu'est-ce que ça a signifié justement
dans la façon dont vous avez piloté, construit, drivé les portefeuilles 2025? Alors, quelque part, cette inflation qui est revenue dans son nid, quelque part, ça devait nous aider. C'était censé nous aider à mieux gérer et à pouvoir mieux appréhender le risque. Parce que vous aviez une croissance qui, elle, restait plutôt bien orientée, une inflation qui, elle, devait plutôt, qui est restée stable et qui est revenue dans son nid. Et donc, tout ça, c'est des éléments, comme je disais tout à l'heure, qui sont des éléments positifs. À part que, à cela, vous ajoutez donc, compte tenu du fait que l'inflation est devenue basse, des banques centrales qui ont abaissé leur taux directeur. La grosse difficulté de 2025, c'est que ces taux bas des banques centrales ne sont pas répercutés sur toute la courbe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une diffusion des politiques monétaires sur les taux longs qui, eux, ont même plutôt monté. Ça, c'est quelque chose de totalement contre-intuitif, parce que si vous dites que l'inflation est sorti des schémas, on va dire. Tout à fait. Et ça montre encore, c'est encore un autre élément qui met en exergue les difficultés, quelque part, qui ont été surmontées par les marchés. Des taux longs qui ne baissent pas alors que les politiques monétaires, elles, sont plutôt accommodantes et que les banques centrales baissent les taux. Ça veut dire quelque part que vous avez dû faire face à une montée de la prime de risque sur le marché obligataire et qui n'a pas été un élément de soutien pour les marchés actions. Donc il a fallu être très proactif, on va dire, dans la gestion. Absolument, il a fallu. Alors que normalement, je ne vais pas dire, on se réfère à des modèles et Bien sûr, on est un peu aidé dans ses choix. Alors, pour donner un exemple, c'est notamment les banques. Les banques qui affichent des performances de plus de 70%. L'indice bancaire européen, il affiche une performance de 75% dividendes réinvestis. Alors, normalement, en fait, quand vous baissez les taux, ce n'est pas très bon pour les banques. Mais puisqu'il y a eu un mouvement de pontification, c'est-à-dire que les taux bas ont baissé, mais les taux longs ont plutôt monté, ça a été en fait une aubaine pour les banques qui, elles, ont continué à faire leur travail, à savoir emprunter à court terme pour financer l'économie, pour prêter à long terme. Et donc, ça a été un élément assez supportif pour les banques. Et autre phénomène atypique, parce qu'on a l'impression que l'année 2025 était une année facile lorsque vous regardez toutes les performances qui sont positives, mais vous rendez compte en fait que malgré la crise géopolitique et malgré des incertitudes sur des phénomènes, des facteurs exogènes tels que l'administration américaine, en fait, avec tout le lot de surprises qu'elle peut nous réserver, vous avez quand même des marchés qui ont progressé. Des banques qui, habituellement, lorsque vous avez un environnement de crise, historiquement, ont plutôt tendance à sous-performer, parce qu'en fait, c'est toujours ce qu'on appelle les usual suspects, les suspects, c'est-à-dire qu'on se pose toujours des questions sur le bilan. Eh bien non, cette année, les banques, elles affichent la meilleure performance dans un environnement de crise où, en fait, l'incertitude, même si elle n'est pas reflétée par les performances des marchés actions, elle a quand même été relativement forte, notamment autour du Liberation Day. Alors, comment est-ce que, justement, puisque à chaque fois, vous faites un petit jeu de parallèle, de comparaison, de regard croisé avec l'autre rive de l'Atlantique, c'est vrai que la cohérence, on va dire, globale de l'année, souvent on dit il y a un marché directeur et puis d'autres suivent, enfin en tout cas c'est ce qu'on constate souvent avec le marché européen. Cette année, peut-être que ça n'a pas été totalement cohérent de partout. Là aussi, comment est-ce que entre les États-Unis avec la tech et la croissance qui ont tiré encore une fois ce marché, l'Europe un peu plus hésitante avec, bien évidemment, il y a toujours des secteurs chez nous qui se démarquent. Comment est-ce que vous positionnez un peu vos portefeuilles? Comment est-ce que vous avez cherché de la diversification, peut-être des valeurs plus typiques ou... Tout à fait. En fait, là encore, c'est un autre élément qui a été en définitive, il y a quand même beaucoup de particularités sur cette année, parce que les marchés américains et les marchés européens, chacun a eu sa phase de performance en fait en début d'année. Il y avait une très forte surperformance des marchés européens, et puis arrivé à l'été, on a eu un marché américain qui a repris en fait une partie de son retard, et tout ceci en fait dans un mouvement où la question des bouleversements par rapport à l'environnement financier en fait aujourd'hui est une vraie question, parce qu'on se rend compte par rapport à ce marché leader qu'étaient les États-Unis en fait, qu'il reste probablement en termes de croissance. L'Europe a montré cette année qu'elle pouvait performer toute seule, avec des facteurs qui lui sont relativement propres, et on le voit au niveau notamment des contributeurs des indices européens. Il y a beaucoup de valeurs domestiques, c'est-à-dire qu'au moment
où la crise a éclaté, aussi bien d'un point de vue géopolitique, mais aussi les droits de douane, en fait, les Européens se sont réfugiés sur des actifs européens. Et ça a été plutôt favorable en termes de stratégie dans nos portefeuilles mondiaux, parce que nous étions, dès le début d'année, en fin d'année dernière, nous étions déjà surpondérés sur l'Europe, parce que nous considérions en fait que, sans pour autant que les actions américaines déméritent, elles étaient quand même relativement bien valorisées. Et quelque part, si vous voulez, avec l'élection de Trump, nous avons considéré que pour être investi sur des actifs dollars, qui ne sont pas en fait notre zone de prédilection, il fallait quand même avoir des arguments relativement solides. Parce qu'en fait, s'exposer aux actions américaines, faudrait-il encore avoir en tête que c'est aussi s'exposer au dollar. Bien sûr. D'accord. Et donc, c'est une des particularités de cette année aussi, où on voit quand même des marchés qui ont à peu près en devise locale les mêmes performances, mais lorsque vous retraitez des effets de devise, en fait, vous avez quand même un marché américain qui fait moins bien que les marchés européens. C'est très intéressant ce que vous nous dites, François Dossou. On a l'impression qu'il a fallu vraiment repositionner un petit peu sa réflexion rendement-risque et que finalement, le choix de cette année, qui, vous l'avez rappelé, pouvait paraître simple, calme, tranquille, enfin voilà, un peu en trompe-l'œil, eh ben, ça vous a demandé peut-être plus de conviction dans le choix, etc. Absolument, absolument. C'est-à-dire que la conviction la plus évidente, c'est celle qui consiste à dire, si vous n'êtes pas investisseur américain, si vous n'avez pas des raisons fondamentales, et la valorisation des actifs américains n'est pas là pour plaider en faveur d'un investissement, d'une préférence pour les actions américaines, lorsque vous avez en plus un risque de change, c'est-à-dire que vous prenez un risque que le dollar, parce que si vous voulez, un des enseignements de 2025 qu'il faudra sans doute avoir en 2026 dans un coin de la tête, c'est que le phénomène de dédollarisation n'est peut-être pas encore arrivé à son terme, parce que vous avez quand même la devise américaine qui perd plus de 10%, et quelle que soit, si vous voulez, la performance des actifs américains, quelle que soit la capacité des entreprises de l'IA notamment à pouvoir continuer à performer, quelque part, si vous êtes investisseur européen, vous devez quand même vous poser la question où va le dollar en 2026 avant de chercher à capturer la performance des actions américaines. C'est vrai qu'on est dans Cœur de patrimoine, on a à l'écoute des investisseurs qui ont souvent une vision plus longue, hein, je le disais en introduction, 5, 10, peut-être même plus, 15 ans. Sur quel thème ou secteur vous êtes le plus confiant dans la durée ? Parce que, vous l'avez rappelé, il y a aussi ces questions autour de l'IA. On a vu certains sortir, hein, on en a parlé il y a peu sur Radio Patrimoine. Quelles sont vos convictions dans la durée en sortant un peu de l'écume des jours? Effectivement, si vous rentrez dans la perspective long terme, là, vous commencez à réfléchir en termes de rendement-risque. Donc, en termes de rendement sur le long terme, effectivement, les entreprises américaines ont montré leur capacité à innover. Et donc, je pense qu'il ne faut pas tuer l'IA et que l'IA va être un facteur de croissance. Et ça, c'est aux États-Unis. Et ça, c'est aux États-Unis. Que ce soit un facteur de rendement, un facteur de croissance, un facteur d'innovation, pour autant, il faudra se méfier des valorisations. Donc, à court terme, on peut légitimement se poser la question de savoir est-ce que les valorisations n'intègrent pas des phénomènes un peu exponentiels sur la capacité des acteurs d'infrastructure, parce qu'il reste quand même que des acteurs d'infrastructure, à pouvoir prolonger cette tendance. Alors, pour faire une analogie par rapport à la bulle techno, les premiers arrivés, c'est finalement pas ceux qui ont le plus bénéficié. Donc, quand vous regardez des acteurs comme Nokia, qui étaient en amont du process, et que vous voyez ce qu'est devenu l'entreprise, ceux qui en ont profité, c'est plutôt les GAFAM plus tard, ceux qui ont pu monétiser en fait cette innovation. Et donc, la question aujourd'hui qui peut se poser à moyen long terme, dans la perspective d'un investissement très long terme, c'est quels sont les gagnants de l'IA de demain. Et donc, je pense que nous avons le temps de voir émerger les vainqueurs. Donc, le marché américain, il restera toujours un marché qu'il faudra privilégier, mais à moyen terme, je pense que vous avez une Europe qui aujourd'hui est en train de s'organiser. Vous avez une Europe qui est en train de mettre, sur la base du rapport Draghi, qui est en train
Effectivement, ça n'ira jamais aussi vite qu'on pourrait le souhaiter, mais vous avez des restrictions, vous avez des droits de douane sur l'industrie automobile, sur l'électrique, vous avez eu récemment des quotas sur l'acier. Donc vous voyez que l'Europe est en train de bouger, est en train de se donner les moyens pour améliorer son environnement en termes d'investissement. Donc, les thématiques que nous privilégions, c'est plutôt des thématiques autour de la souveraineté. Bon, je pense que la souveraineté, elle est vue par les acteurs du marché de manière différente. Il suffit de voir le nombre de fonds qui ont émergé sur la place ces dernières semaines, ces derniers mois. C'était aussi une façon un peu de remettre un peu de défense dans une gestion ISR où on ne voulait pas de défense à un moment. On a dit là, mais ce n'est pas de la défense, c'est de la souveraineté. Absolument. À part que nous, non seulement nous n'avons pas d'un point de vue, parce que nous sommes dans une gestion qui intègre des critères extra-financiers, notamment ESG, nous n'avons pas eu à retourner notre veste par rapport à notre vision sur la défense et que nous, de notre point de vue, la défense est un axe parmi 7 sous-thématiques que nous avons identifiées qui concernent l'efficacité énergétique, l'innovation, le financement de l'économie. Ne laissons pas nos grandes entreprises aux mains d'investisseurs étrangers. C'est aussi un acte souverain. Ça regroupe aussi bien la transition énergétique, donc pour la compétitivité, telle qu'elle a été décrite notamment dans le rapport Draghi, innovation, décarbonation de l'économie sont des axes à privilégier pour nous à moyen terme. Ça veut dire que, OK, l'IA, on l'a dit, c'est très estampillé Amérique, etc. OK, mais tout ce que vous venez de nous dire, ça veut dire que aujourd'hui, y compris un investisseur que je qualifierais de patrimonial, il doit se dire 2026, avec cette reflation domestique, avec tous ces plans dont on a parlé, c'est aussi celle d'un retour en Europe. Il ne faut pas rester campé que autour de Wall Street. Si je puis m'exprimer de la sorte, une prime qui consiste à dire, vous avez un marché européen qui est moins chèrement valorisé. Et mine de rien, lorsque vous regardez en termes de croissance économique, parce que c'est ce qui compte pour les entreprises, vous avez un resserrement des croissances économiques entre les États-Unis et l'Europe. L'année dernière, cette année, en grosso modo, les États-Unis vont réaliser une croissance de 2,8. L'Europe sera aux environs de 1,2. L'année prochaine, l'Europe, c'est encore 1,2. Par contre, les États-Unis, c'est plus que 2. Donc, vous avez une croissance qui va se resserrer à l'avantage. L'Europe restera toujours en dessous, mais elle aura plutôt une tendance à croître. Et moi, je pense que nous sous-estimons peut-être le potentiel de relance du plan tous les plans allemands et autres. Donc, je mettrais plutôt une pièce. Aujourd'hui, nous sommes positionnés comme ça dans les portefeuilles. Il y a pas mal de thématiques moyen terme. Et l'avantage des thématiques moyen terme, c'est qu'elles peuvent vous permettre en fait de valoriser votre capital de manière plus régulière, plutôt que de vous exposer à des thématiques qui éventuellement, sur le court terme, peuvent être surévaluées et avec un risque de correction des marchés. Je vais vous forcer, François, à sortir un tout petit peu de votre zone de confort, parce qu'on le rappelle, vous dirigez la gestion action. Malgré tout, on a en gestion ces deux jambes, l'obligataire et le monde action. Donc j'imagine que quand on est en comité de pilotage chez Siena, on discute avec son petit camarade qui pilote la gestion obligataire. Comment vous la voyez, cette complémentarité action-obligation, pour avoir toujours, je reviens à mes amours, mais une gestion vraiment patrimoniale, un peu équilibré, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Ah oui, bien sûr, parce que quelque part, si vous voulez, les obligations vous permettent aussi d'amortir les chocs sur les marchés actions. Non, je pense que sur un profil diversifié dans lequel vous pouvez imaginer une exposition à 100% avec 50% d'actions européennes, je pense que là, il est peut-être opportun de surpondérer un peu la classe action pour une simple et bonne raison, c'est qu'avec le plan allemand notamment, vous aurez une demande qui va être une offre en termes d'obligations. Vous allez avoir des émissions qui vont quand même être assez massives, qu'il va falloir absorber, sans pour autant oublier que les banques centrales sont plutôt dans une phase de réduction de leur bilan. Donc, il va falloir absorber toutes ces émissions. Et donc, pour l'investisseur obligataire, il ne faut pas oublier que quand les taux montent, c'est intéressant pour lui, une fois que les taux sont montés, là, il a des coupons sympathiques, mais sur toute la phase de montée des obligations, des rendements obligataires, il a une perte en capital. Donc aujourd'hui, pour accompagner cette remontée
pas massive des taux, il est important de pouvoir se positionner davantage sur les marchés actions qui, eux, vont bénéficier en fait de toute cette politique monétaire accommodante, parce qu'aujourd'hui, ça fait plus de 12 mois, nous sommes passés de 4% à 2% sur les taux directeurs, et nous n'excluons pas que l'année prochaine, la Banque centrale européenne puisse baisser encore un peu ses taux, et donc bénéficier de toute cette phase de baisse de taux qui va s'irriguer, qui va diffuser sur le tissu économique européen, notamment les mid-cap, il faudra les privilégier. Donc, je dirais, pour faire simple, une surpondération des actions au détriment des obligations, avoir après une diversification, notamment sur la poche action, de se positionner sur les États-Unis. Il faut garder une poche américaine, mais la sous-pondérer, plutôt au profit des marchés émergents qui, eux, en fait, vont pouvoir profiter de la baisse du dollar que nous anticipons. On s'est dit beaucoup de choses, François Dossou. L'auditeur, ce matin, il doit... Quel serait votre conseil, le conseil de François Dossou, que ce soit sur la diversification sectorielle, géographique, sur l'équilibre action-obligation qu'on vient d'évoquer, sur le style à privilégier, croissance ou rendement ou valeur. Enfin voilà, qu'est-ce que doit retenir au moment de tourner la page de 2025, qu'est-ce que doit retenir vraiment, la chose que doit retenir un investisseur? Retenir, c'est que la dédollarisation n'est pas encore finie. D'accord. S'exposer aux actions internationales, c'est pas quand même prendre un risque de baisse du dollar. Quelle que soit la performance des marchés américains, il sera quand même impacté si le dollar continue à baisser, ce qui est plutôt notre scénario. En termes d'allocation sectorielle, je pense qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont exposés aux biens de consommation. En fait, quelque part, vous avez en Europe des enquêtes au niveau du consommateur. Il y a beaucoup d'épargne. Donc, il faut que la confiance sur un environnement qui s'améliore puisse se transformer en une consommation plus importante. Donc, vous avez des secteurs de la consommation qui, aujourd'hui, notamment dans les boissons qui sont très, très décotées. Vous avez aussi, côté croissance, des secteurs comme la pharmacie, les biens de santé, qui, eux, ont pâti cette année notamment, des droits de douane, mais aussi des risques de baisse de prix. Donc, je ne raisonnerai pas aujourd'hui en termes de classe de rendement. C'est vraiment du stock picking. C'est du stock picking, avec notamment des valeurs de croissance qui sont très connectées avec des thématiques sur la souveraineté, sur la transition énergétique, qui n'ont rien fait cette année. Pourquoi ? Parce que cette année, c'est les valeurs de rendement, les valeurs value tirées par la défense et par les bancaires, les financières qui ont tiré profit de la fermeté des taux. Je pense que les valeurs de croissance peuvent reprendre leur surperformance, leur revanche en 2026, dès lors qu'elles sont connectées à des thématiques qui, pour nous, sont des thématiques qui offrent une certaine visibilité et leur permettra, y compris dans un monde où, parce que mine de rien, la croissance économique, elle est attendue à 3,2 l'année prochaine. Ce n'est pas si mal que ça. Et donc, la spécificité des valeurs de croissance, c'est leur capacité à pouvoir capter la croissance partout où elle se trouve. L'année 2025, c'était pas une année pour elle pour aller chercher la croissance, parce qu'avec les droits de douane, les entreprises étaient à l'arrêt et il fallait plutôt se concentrer sur son marché domestique. Nous pensons que les droits de douane, c'est plutôt derrière nous. On espère en tout cas. Et donc les valeurs de croissance qui, elles, sont plutôt exposées à l'extérieur, mais aussi sont des champions qui peuvent capitaliser sur un environnement européen, je le répète, qui sera porteur en 2026. Je pense que la diversification des grands groupes, des grands leaders européens, c'est quelque chose qu'il faudra privilégier en 2026. François Dossou. Merci beaucoup François pour ce panorama très complet proposé ce matin dans Cœur de patrimoine, directeur de la gestion action chez Siena Gestion. On tourne une toute petite page et puis on se retrouve pour continuer à voyager, notamment dans le monde des cryptos. À tout de suite. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et à présent, on s'attaque donc à un sujet brûlant, le Bitcoin. Il a fait des mouvements de dingue et on a perdu notamment 20% en un mois, une grosse volatilité qui est de retour, beaucoup de questions, beaucoup d'épargnants qui se demandent quoi faire et peut-être même le corollaire, surtout
qu'il ne faut pas faire. Pour y voir plus clair, on avait besoin d'un guide. Un des meilleurs est à nos côtés aujourd'hui, Louis-Alexandre de Froissart. Bonjour Louis-Alexandre. Bonjour Cédric, merci de me recevoir. Montaigne, Conseil et Patrimoine. On va poser d'abord le décor. Ce Bitcoin qui décroche de plus de 20% sur un mois. Classe d'actifs qui, bien évidemment, a habitué ses aficionados aux montagnes russes. Mais enfin, tout de même, 20%, ça se pose là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on explique ça ? Monsieur Météo, d'abord. Écoutez, déjà, je vais vous dire que le plus haut de l'année s'est fait dans une période de volatilité extrêmement basse, qui est là une première pour Bitcoin. C'est-à-dire qu'habituellement, Bitcoin fait des records dans des périodes de volatilité très hautes. Et là, pour le coup, c'était une période de volatilité très, très basse, donc c'est un peu historique. Ensuite, une baisse de 20% pour ceux qui connaissent Bitcoin depuis longtemps, ça se fait dans la journée. Donc, que ça soit pendant un mois, vraiment, c'est très peu de choses. Et il n'a jamais été caché que cet actif était volatile. Alors, les raisons, elles sont diverses. D'abord, il faut savoir qu'un marché qui a monté, il faut savoir qu'on monte pas forcément en ligne droite, mais on monte depuis quasiment la zone de 15 000, 20 000 dollars jusqu'à 120 000 dollars, ce qui est quand même une multiplication par plus de 6 du cours. Donc, qu'il y ait une respiration n'est pas étonnant. D'autre part, il y a eu différentes nouvelles qui sont venues se télescoper. Un mauvais mois d'octobre avec notamment des affaires dans le domaine des stablecoins avec Stream Finance qui a un petit peu bugué. Aussi des annonces comme quoi les entreprises qui posséderaient que des bitcoins ne feraient plus partie des indices. C'est MSCI qui a dit ça à propos de Stratégie, qui possède beaucoup de bitcoins. Donc, un certain nombre de mauvaises nouvelles qui s'accumulent et qui font qu'il y a une respiration sur ce marché. Puis, je pense aussi qu'il y a les gens qui sont rentrés il n'y a pas si longtemps que ça, qui prennent peur et qui ressortent. De toute façon, ce que l'on voit, c'est que le marché chaque baisse, le marché se concentre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits porteurs qui vendent et encore des gros porteurs qui en profitent pour acheter. Ça veut dire que là, vous nous donnez quelques arguments qui sont, on va dire, estampillés crypto, donc dans ce monde-là. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres explications ? Ou est-ce que c'était un mouvement propre aux crypto ? Ou est-ce qu'il y a aussi des connexions avec la géopolitique, avec notre conjoncture, avec nos marchés plus traditionnels ? Oui, en 2025 montre une corrélation beaucoup plus forte entre les valeurs techno et Bitcoin. Bitcoin qui drive le marché. Donc, quand je parle de Bitcoin, il faut comprendre Bitcoin et les cryptos. Donc, cette année, c'est une année où la corrélation est assez forte. C'est une première, parce que j'analyse ça depuis maintenant plus de 5 ans dans le cadre des cours que je donne. Et donc, cette année, c'est particulièrement marqué. Il y a eu aussi des incertitudes sur l'IA. Et on peut dire que ces actifs qui sont quand même assez performants ou risqués, entre guillemets, ont fait l'objet d'arbitrage, là encore pour des questions de hauteur de cours, mais aussi d'inquiétude que l'on pouvait avoir, de baisse des taux qui n'arrivent pas aussi vite que prévu, de liquidité propre au marché financier qui n'est pas tout à fait là. Donc oui, il y a des éléments extérieurs qui viennent aussi interagir dans le prix actuel. Vous pointiez du doigt les petits porteurs. Alors c'est marrant parce que c'est une thématique ou un nom plutôt qu'on employait de moins en moins souvent. Peut-être que les observateurs les plus âgés vont le retrouver avec gourmandise. En tout cas, moi, c'est mon cas. Malgré tout, c'est vrai que ces petits porteurs, entre guillemets, ils étaient peut-être aussi rentrés sur Bitcoin avec une image qu'on véhicule souvent en disant tiens, Bitcoin ou les cryptos, enfin bref, c'est un peu l'or numérique, l'or des millennials, etc. Est-ce que c'est un mythe qui en a rassuré certains et qui tient encore debout, ou est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui auraient acheté Bitcoin comme on achète un lingot se sont peut-être un peu raconté une histoire ? Alors, ils se sont racontés une histoire sur le court terme, puisque nous, on a toujours dit, et on n'est pas les seuls, qu'il fallait posséder Bitcoin sur un cycle de minimum 4 ans, et que jusqu'à maintenant, les gens qui avaient respecté un cycle de 4 ans avaient été particulièrement gagnants, quel que soit le moment du cycle où ils avaient acheté. Bon, donc ce qui veut dire qu'à court terme, effectivement,
pour quelqu'un qui est en dollars ou en euros, le plus haut du Bitcoin, effectivement, est passé derrière nous. Mais par contre, il y a des gens qui ont des monnaies plus faibles, et ce qui est quand même une grosse partie des pays du monde, qui pour eux, Bitcoin n'est pas du tout en moins-value, puisque c'est leur monnaie qui se dégrade de manière régulière. Donc oui, c'est de l'or numérique parce qu'il a un certain nombre de qualités, notamment la rareté et la difficulté à produire. Est-ce qu'il est assez installé pour ne pas avoir de volatilité? Ça, ce n'est pas forcément le cas. Donc, à court terme, ce n'est pas forcément une réserve de valeur, mais par contre, dès qu'on prend un peu de moyen terme, ça l'est assurément. Alors, continuons cette discussion, mais et c'est aussi pour ça que j'apprécie beaucoup de vous avoir régulièrement à mes côtés pour évoquer ces thématiques liées aux cryptos. C'est parce que vous avez vraiment cette casquette de conseiller en gestion de patrimoine. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec vous sur le corsaire qui veut spéculer à mort sur un actif à la mode. Est-ce que Bitcoin, aujourd'hui, on peut dire, il a grandi, il a mûri un petit peu, ça a sa place dans un portefeuille, dans un patrimoine, ou est-ce que ça dépend un peu du profil d'investisseur? Enfin voilà, comment est-ce que vous inscririez Bitcoin ou les cryptos les plus normales, on va dire, dans une question patrimoniale? Alors, Bitcoin n'a pas changé. C'est la perception qu'on en a qui change. Lui ne change pas. C'est toujours un réseau de paiement pair à pair, totalement indépendant. C'est pour ça qu'il agace certains, puisque c'est un moyen d'échanger de la valeur sans le contrôle d'une tierce partie. Et c'est ce en quoi sa proposition est unique. Et on peut aussi le détenir de manière directe, sans passer par un intermédiaire. Et ça ne change absolument pas. La perception que les gens en ont, le fait qu'il soit adopté par différents institutionnels, change la perception. C'est comme ça qu'il faut présenter les choses. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez le détenir dans votre patrimoine aussi bien de manière directe, ce qui est la bonne manière, que de manière indirecte au travers d'un ETF, au travers d'un fonds. Et si c'est maintenant monnaie courante aux États-Unis, ça va le devenir en Europe, y compris auprès des banques, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, le réseau Banque Populaire permet à ses clients d'acheter aussi des cryptos, Bitcoin et quelques autres cryptos, que vous pouvez faire au guichet de votre banque, ce qui est une première, ce qui montre bien que c'est la perception qui a changé et que les institutionnels viennent les uns après les autres, comme je fais souvent dans une série de posts, tic-tac, 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 l'adoption continue. Bon, mais malgré tout, je suis désolé, je vous pousse encore un peu plus loin, tiens, Louis-Alexandre. Allez-y. Est-ce que cet actif, on peut considérer qu'il peut être utilisé pour préparer sa retraite ou pour être dans l'idée d'une transmission à ses enfants? Ma conviction, c'est que le risque est plus grand de ne pas en avoir que d'en avoir. Donc, effectivement, c'est un très bon produit retraite, mais on ne va pas faire all-in dessus. On n'est pas au casino. L'idée, c'est que c'est un actif qui a sa part pour 2 à 5% de votre patrimoine global, et il peut tout à fait, dans un effort d'épargne régulier, monter jusqu'à 20% de votre effort d'épargne régulier. Le tout, c'est de le limiter en termes d'acquisition à un volume entre 2 et 5. Certains peuvent aller un peu plus, du patrimoine investi. Attention, je parle bien du patrimoine investi parce que nous, nos clients qui ont investi il y a 3 ans sur cet actif et qui ont fait des belles performances, on arrivait à des proportions qui étaient un petit peu élevées. Certains ont allégé leur position, la plupart ont allégé leur position, ne serait-ce que pour sécuriser leur mise. Donc oui, c'est un très très bon produit retraite parce que le produit retraite, c'est une vision de long terme et Bitcoin est un actif de long terme. Et deuxièmement, oui, tout le monde peut en avoir, il n'y a pas de raison de ne pas en avoir et il faut simplement y aller de manière régulière, acheter de manière régulière et ne mettez pas, en termes de somme investie, plus de 2 à 5%. Investissez ce que vous êtes. Si vous faites une perte totale, vous perdez 2% de votre patrimoine au niveau total, c'est des choses que vous pouvez rattraper assez facilement. On a effectivement sur Radio Patrimoine des investisseurs particuliers, des épargnants qui nous écoutent, et puis aussi quelques-uns de vos petits camarades qui sont peut-être moins avertis que vous en termes de CGP. Alors on va profiter aussi pour eux de votre regard très professionnel. Et c'est vrai que quand on sort un petit peu du commentaire journalier ou régulier des cours, etc., et de son intégration dans un patrimoine, il y a aussi des vraies questions qui se posent sur toutes ces cryptos, et notamment des questions
de réglementation, de volatilité, d'allocation. Bon, c'est vrai qu'il y a MiCA en Europe, hein, c'est ce règlement européen sur la crypto. On a des obligations de transparence. Enfin, comment est-ce que tout ça doit être considéré? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un frein majeur un petit peu pour intégrer du Bitcoin vraiment dans une allocation pour ses clients? Est-ce qu'on doit se dire, bah oui, c'est vrai que l'environnement est encore un peu mouvant, pas encore tout à fait stabilisé. Comment est-ce que vous pourriez synthétiser tout cela pour un de vos petits camarades peut-être moins amariné? Alors en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la réglementation a tendance à aller avec l'institutionnalisation. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas un cadre qui était en train de se mettre en place, nos institutions ne viendraient pas sur cet actif. Donc MiCA, pour imparfait qu'il soit, a le mérite de donner un cadre et a permis à des institutions de venir sur le sujet. Je pense par exemple à Société Générale Forge, plus récemment Banque Populaire, la Banque de Lubac et d'autres intervenants qui sont venus sur le sujet. Donc cette réglementation et cette régulation financière, elle peut avoir du bon pour que les institutionnels viennent. Et ça, c'est le bon côté des choses. Après, il y a d'autres réglementations un peu plus coercitives comme DAC 8 qui va demander à ce que les différentes plateformes réglementées sous MiCA puissent transmettre l'ensemble des informations à l'administration fiscale. Donc là, il y a peut-être quelques mesures d'hygiène à adopter, ne serait-ce que pour la sauvegarde des données personnelles. Et pour mes confrères, ce que je leur dirais, c'est que c'est un actif qui permet de se différencier des autres, d'une part. C'est un actif que l'on peut détenir dans une allocation, bien sûr, de long terme, et je les encourage à le faire, et à le faire soit directement avec des acteurs régulés sous MiCA, soit sous forme de conseil, puisque le conseil, lui, il est possible. Donc, il faut se former et pouvoir faire du conseil. Et nous, bien sûr, on a décidé de les aider en leur donnant accès à notre conseil s'ils le souhaitaient, sous forme de partenariat, bien sûr. Allez, on termine peut-être par un petit conseil en cette fin d'année. Il y en a peut-être qui vont se dire, bah effectivement, il y a eu une baisse. Alors même si vous nous avez dit, oh là là, faut la relativiser, c'est pas un signe alarmant, c'est un épisode dans l'histoire de Bitcoin, etc. Malgré tout, certains peuvent se dire, tiens, c'est une opportunité. Est-ce que je rentre maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire à cela? Est-ce qu'il y a quelques règles d'or à ne pas transgresser? Est-ce qu'il y a voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'un investisseur doit faire? Il y a souvent des règles de bon sens et malheureusement le bon sens, il n'est pas toujours proche de chez nous, comme une certaine pub du Crédit Agricole pouvait le dire. Et donc, pour revenir à cela, je dirais qu'effectivement, la palisse n'aurait pas dit mieux à 126 000 $ ou à 90 000 $. Il vaut mieux acheter à 90 000. Mais retenez le conseil suivant, qui est un conseil mais vraiment basique et accessible à tous. Si on veut acquérir une crypto, commencez par Bitcoin. C'est la base. Petit 2, si vous voulez acquérir du Bitcoin, faites une acquisition régulière, toutes les semaines. N'allez pas faire en une fois, parce que vous allez être sûrement déçu. Lissez votre prix d'entrée. D'autre part, si vous voulez le faire, faites-le sur plusieurs années. Je m'explique, si j'ai décidé de mettre 2% de mon patrimoine et que ces 2% de mon patrimoine font 20 000 €, je décide d'aller mettre 5 000 € par an, je divise ça par le nombre de semaines, ça veut dire 100 € par mois que je vais mettre sur Bitcoin. Une fois que j'ai compris comment fonctionne Bitcoin, je peux aller sur un deuxième cryptoactif. Parce qu'une chose est sûre, c'est que les gens qui n'y sont pas allés n'ont pas forcément compris, alors que les gens qui ont commencé à investir sont souvent beaucoup plus curieux pour comprendre et à ce moment-là, prendre les bonnes décisions. Et il n'y a pas on va dire, de cycle typique maintenant, parce que, comme vous nous avez dit, Bitcoin commence à avoir bien mûri, etc. Est-ce qu'il y a un peu d'histoire et on se dit, bah tiens, on fonctionne avec des cycles, certains nous disent des cycles de 4 ans, etc. Est-ce que là, du coup, on ne serait pas au bout d'un premier cycle? Enfin, voilà. Est-ce que le moment est malgré tout bon quand on regarde l'histoire de Bitcoin? Alors, le moment, il est toujours bon comme sur les actions, pour peu qu'on ait du temps devant soi. On devrait terminer un cycle de 4 ans, mais aujourd'hui, il a une forme qui est un petit peu surprenante. Donc, est-ce qu'on va toujours être dans des cycles de 4 ans? Je ne sais pas. Mais la manière dont je vous expliquais d'investir, devrait permettre de lisser à l'instant, est une manière qui vous fera perdre quoi? Un peu d'opportunité si jamais ça monte très fort derrière, mais en tout cas, vous serez dedans. Et si ça descend, vous allez lisser votre prix d'achat de manière tout à fait régulière. Et plus le prix va baisser, plus vous allez acheter un nombre de fractions important. Nous, on pense que Bitcoin a de très beaux jours devant lui. D'abord parce qu'il n'y en a pas un par millionnaire dans le monde.
Il n'y a pas un bitcoin par millionnaire dans le monde. Et qu'aujourd'hui, on trouve 2 fois moins de bitcoin que d'or. Et à partir de 2028, on trouvera 4 fois plus d'or que de bitcoin. Donc, bitcoin est en train de se raréfier à vitesse grand V. Bon, et attention peut-être, dernier petit conseil, peut-être attention à tout ce qui est promesses miraculeuses qu'on peut croiser sur les réseaux, oui. C'est ça hein On est bien d'accord. Et si vous allez chercher un organisme régulé, vous en avez sur le site de l'AMF, il n'y a rien de miraculeux dans Bitcoin. C'est un actif qui fait des performances que l'on ignore aujourd'hui, on connaît le passé, et n'allez pas sur des offres où on vous dit, c'est sûr, c'est les cryptos qui vont vous faire 50% par an sur les 10 prochains mois. Commencez par la base. La base, c'est Bitcoin. C'est comme si vous deviez acheter une action, commencez par un liquide. Et ben là, c'est pareil. Bon. Merci beaucoup Louis-Alexandre de Froissart. Donc merci Cédric. Voilà, c'est la fin de ce 64e numéro de Cœur de Patrimoine. Un immense merci à nos 2 invités du jour, François Dossou, dont on retiendra que 2025 aura été une année d'équilibre instable. Et puis merci aussi donc à Louis-Alexandre de Froissart qui nous a rappelé que Bitcoin restait un actif à part, intéressant, et que la chute de 20% n'était pas une catastrophe. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Cœur de Patrimoine. D'ici là, prenez soin de vous et de votre patrimoine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.